Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, un élève sur deux se plaint du bruit et du désordre en cours. Un enseignant sur deux voit son autorité et son enseignement contesté. Que faire? Faut-il renouer avec l'autorité? Où est la frontière entre autorité et autoritarisme? On va parler de tout cela avec Jean-Pierre Bellon. Il publie un passionnant ouvrage sur le sujet. L'anti-sèche de la quotidienne, anti-sèche spéciale aujourd'hui. Célie Luton, notre libraire, partage ses conseils pour bien choisir ses lectures estivales. Et d'ailleurs, ça vaut pendant toute l'année. Elle nous rejoindra sur le plateau. Rendez-vous enfin avec Sandra Ferreira. C'est les vacances sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste. Et pendant les vacances, on a le droit de cuisiner avec les enfants. On part donc avec des recettes de gâteaux. Évidemment, des recettes extrêmement saines. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti. Grand oral. Tout ce que subit un élève victime d'intimidation peut aussi être vécu par un professeur chahuté. Moquerie, surnom, propos désobligeants, insultes, jets d'objets, propagation de rumeurs, le tout répété à chaque heure de cours, parfois dans les couloirs ou en traversant la cour. Le chahut, comme l'intimidation, est un processus de répétition et de longue durée qui peut s'étendre sur toute une carrière d'enseignant. Extrait de Renouer avec l'autorité. Sous-titre 10 mesures immédiates. Le livre vient de sortir chez ESF Sciences Humaines. Il est signé Jean-Pierre Bellon. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes professeur de philosophie. On en parlera aussi, mais pionnier de la lutte contre le harcèlement scolaire en France. Cette crise de l'autorité à l'école, quels sont les indices que vous... qui vous permettent de dire qu'il y a cette crise de l'autorité? J'ai commencé avec le chahut, donc j'ai quand même donné un morceau de la réponse, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul, non, mais vous avez donné un élément essentiel qui est le rapport PISA 2022, mais 2018 disait exactement la même chose déjà. C'est-à-dire qu'effectivement, un lycéen sur deux considère qu'il y a trop de bruit dans sa classe au point qu'il n'entend pas ce que dit le professeur. Donc moi, ça fait longtemps que je me suis rendu compte de cette situation. En travaillant principalement sur la question du harcèlement, en effet, je me suis rendu compte... Vous y êtes arrivé par là, en fait, à cette question de l'autorité. Bien sûr, parce que l'endroit où les élèves les victimes de harcèlement étaient le plus mal, c'était bien la classe dans laquelle le professeur n'arrivait pas à tenir le cap, à tenir le groupe. Et il y avait finalement deux souffrances qui se ressemblaient, qui étaient très proches l'une de l'autre, celle de l'élève victime. Dans la classe du professeur chahuté, tout devenait possible, et la situation du professeur chahuté lui-même, ces deux souffrances qui étaient très proches et qui ne peuvent pas se céder l'une l'autre. Comme vous êtes philosophe, vous n'oubliez pas de nous faire relire nos classiques, et alors vous citez énormément, je pense que c'est l'autrice que vous citez le plus du bouquin, Hannah Arendt, Crise de l'autorité, texte, je n'ai pas révisé mes classiques d'ailleurs, mais qui date de la fin des années 50, c'est ça 1958 pour la crise... Ouais. Non, 1959 pour son texte sur l'autorité, et 1958 pour celui sur la crise de l'éducation. C'est ça. Et alors, en quoi dites-vous qu'elle avait tout vu venir? Parce que la situation a considérablement changé, 70 ans plus tard. Mais il y a 60 ans, elle avait tout vu. Ouais. Elle avait vu aussi cette illusion dans laquelle se sont un peu bercés les pédagogues, illusion selon laquelle il existera un monde de l'enfance qui devrait se réguler tout seul et que les adultes devraient regarder de loin. Et Hannah Arendt disait, mais en procédant de la sorte, on met les élèves en face de la pire des violences, qui est celle du groupe, bien plus terrible que celle de l'adulte le plus autoritaire soit-il. Oui, je pense qu'elle avait effectivement tout vu, et durant... ça n'a fait que s'aggraver. Ça n'a fait que s'aggraver dans les 60 années qui ont suivi son texte. Vous donnez quand même, et PISA donne des chiffres qui sont très élevés, on n'a pas l'impression que les enseignants, comme les élèves d'ailleurs, soient aussi nombreux que ça à se plaindre. C'est compliqué de dire je suis chahuté, c'est compliqué de dire je suis harcelé. Bien sûr, je crois que les enseignants font exactement comme les élèves victimes de harcèlement, c'est-à-dire qu'ils se taisent, ils n'osent pas en parler, ils ont honte. Pour eux, c'est comme un aveu d'échec. Et puis reconnaissons tout de même qu'ils ne sont pas beaucoup soutenus par leur hiérarchie. Très souvent, on préfère dire « Oh, évidemment, le chahut, c'est avec monsieur un tel ou madame une telle », comme si c'était des cas marginaux. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est le premier risque professionnel pour tout enseignant aujourd'hui. Vous proposez, si on passe du côté des solutions, un certain nombre de réponses à tout ça. Alors, j'allais dire que c'est un mélange de solutions. On va parler tout à l'heure, si vous voulez bien, de la méthode partagée, dont le nom va m'échapper à la seconde au moment où j'en ai besoin. Partagée, oui. Mais comme de préoccupation partagée, avec une méthode très collective pour arriver à résoudre les problèmes. Et puis en même temps, vous plaidez pour une autorité un petit peu... ça fait penser à la vitre cassée à New York dans les années 80, qui est de dire, ben non, il faut sanctionner n'importe tout bavardage en classe, c'est problématique. Je pense qu'il faut d'abord signaler tous les incidents. C'est ça.
faire un petit peu le contraire de ce qu'on fait actuellement. Actuellement, un professeur qui a des difficultés dans sa classe, il n'ose pas en parler. Moi, j'ai essayé... Et le premier lieu où il n'ose pas en parler, c'est la classe, d'ailleurs. Oui, il n'ose pas signaler que là, il y a un problème. Il n'ose pas signaler qu'il y a un problème. Moi, j'ai essayé dans ce livre de rechercher quels pouvaient être les incidents scolaires, les infractions scolaires, strictement scolaires. Je suis arrivé à une liste de 55 ou 56. Je l'ai fait relire à des chefs d'établissement, à des conseillers principaux d'éducation. Ils m'ont dit, oui, effectivement, on a à peu près fait le tour. Je crois qu'il est important que systématiquement, dès qu'il y a un incident au sein d'une classe, au lieu de le cacher, au lieu de le taire, on le dise systématiquement. Ça peut être tout de même 25% dans les chiffres du ministère des enseignants déclarent avoir été moqués ou insultés. Il est d'ailleurs étrange qu'on mette dans la même statistique les la moquerie et l'insulte, c'est pas du même registre. On aimerait bien savoir exactement combien de professeurs ont été insultés. Mais Jean-Pierre Bellon, dans des moments, dans des classes très difficiles, et c'est pour ça que vous proposez un protocole, pour les personnes qui nous écoutent, c'est juste pas possible, parce que ça n'arrête pas, ça fuse, on va pas arrêter le cours tout le temps. Donc là, il y a un protocole spécial que vous proposez selon le degré de gravité du chahut et des moqueries. Et moi, je suis quand même troublé par le fait qu'aucun protocole n'existe actuellement, à part ceux qu'on a pu faire localement. Mais il n'y a pas de protocole, c'est-à-dire qu'en gros, n'importe quel professionnel qui est en contact avec le public a un protocole, il y a un certain nombre de dispositions pour réagir s'il est face à une incivilité, à des insultes, voire à une agression. En classe, on a l'impression que les enseignants ne sont jamais confrontés à ce genre de situation, ou alors on a oublié tout simplement de leur dire voilà ce qu'ils peuvent faire. C'est pour ça que moi j'ai essayé de rédiger un protocole avec des mesures très précises adoptées lorsqu'il y a effectivement une incivilité, une insulte, voire plus. En tout cas, rien de pire que le silence en cas de transgression, écrivez-vous. Ça renvoie notamment aux travaux d'Éric Prérat autour de la sanction, autre philosophe d'ailleurs, référent sur ces questions. Oui, je me suis beaucoup appuyé sur les travaux d'Éric Prérat, qui sont absolument remarquables, qui d'ailleurs est l'un des rares à avoir osé poser le problème de la sanction et essayer de rédiger sur la question sanction de l'éducation, je crois, le titre du bouquin. La sanction de l'éducation, puis il a fait tout un travail sur la sanction, sur la déontologie. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aime pas aborder, un petit peu comme si c'était le sale boulot qu'on n'aimait pas faire, ou qu'on est bien content de laisser entre les mains des CPE ou du chef d'établissement. Non, c'est quelque chose qu'il faut penser collectivement. Et qui se passe dans la classe. Et c'est un acte pédagogique, au fond. On va donner la parole à Célie Luton dans quelques instants, mais ça fait partie des gestes professionnels qui permettent d'enseigner. Absolument. La sanction doit être éducative, évidemment. C'est pour ça aussi que sur la question de la sanction, moi je suggère qu'on rompe avec le système actuel, où il y a en gros un système de punition et un système de sanction. Il y a deux systèmes qui cohabitent. Ça n'est clair pour personne. Certainement pas pour les... certainement c'est le système qui était hérité du début des années 2000, c'est ça C'est ça, c'est des textes de juillet. La fin des années allègres. Voilà, c'est ça. C'était Jacques Lang à l'époque. Oui, ou l'arrivée de Jacques Lang, c'est ça. Donc personne n'y comprend plus rien. Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait la punition scolaire et la sanction, c'était sur le comportement. Et oui, c'est vrai que les enfants, c'était compliqué. Ah oui, c'est très compliqué. Ce qui fait que la même infraction peut parfaitement ici être punie par l'enseignant et ailleurs sanctionnée par le chef d'établissement. Moi, je suggère qu'on libère les enseignants de cette tâche de punir ou de sanctionner, ce n'est pas leur travail. Je veux qu'ils signalent systématiquement toutes les infractions et je suggère qu'une commission composée de trois professionnels de l'établissement se réunissent toutes les semaines. Et puissent statuer là-dessus. Et puissent statuer. Bon, il faut quand même quelques moyens en plus. Moi, je vais vous poser la question, tiens, Jean-Pierre Bellon, juste après. Mais pour l'instant, c'est l'heure de l'anti-sèche. Vous savez, l'anti-sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est les vacances. Et on peut réviser les programmes, mais on peut lire pour le plaisir aussi. Célie Luton, notre libraire, nous rejoint exceptionnellement un jeudi. L'anti-sèche de la quotidienne, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité rebondit dans les programmes scolaires. Là, l'actu, c'est les vacances. Alors, ça ne rebondit pas des masses dans les programmes, mais pendant les vacances, on peut faire des tas de choses utiles pour la scolarité des enfants, et notamment lire, et pas forcément lire des choses qui sont en rapport direct avec les programmes. Et on a une merveilleuse guide de lecture qui est Célie. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On vous accueille un jeudi. Habituellement, vous pousse les portes de votre librairie tous les vendredis sur School TV dans la quotidienne. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir donner quelques petits conseils un petit peu transversaux, conseils aux parents qui pousseraient les portes de votre librairie, dont on rappelle qu'elle est à Paris. Oui, la librairie des enfants dans le 17e à Paris. On peut donner la rue même, allez. 89 rue de Lévis. Voilà, il y a beaucoup de librairies dans cette rue en plus. Et Célie est là pour vous conseiller. On va balayer quelques situations un petit peu courantes. La première, c'est la situation de ces parents qui rentrent en disant il ou elle, il veut pas, il aime pas, il ne sait pas vraiment, j'y arrive pas. Qu'est-ce que vous leur dites à ces parents-là? Ne culpabilisez pas. Ça, c'est bien. Voilà, parce que vous avez franchi la porte d'une librairie, d'une petite librairie, vous avez envie d'échanger avec un libraire dont c'est le métier, on va trouver quelque chose. Pas de panique.
de quoi a envie votre enfant. Alors des fois on me dit ah mais je comprends pas, il a envie de trucs qui font peur, c'est pas normal. Et ben pourquoi pas? Pourquoi un adulte qui lirait Stephen King, c'est génial? Et ben moi je vous présente Mocha. Mocha, c'est la petite sœur de Marion Muraille et c'est génial. C'est du polar, c'est du thriller. Des fois, c'est vraiment, ne le lisez pas dans une maison tout seul, avec une seule petite lumière. Surtout avec les portes qui grincent. Mais voilà, mais c'est bien écrit. Quand bien même le roman va être court, pourvu qu'il soit bien écrit. Un ado va le dévorer et moi, vous revenez me voir après. Et on en discute. En tout cas, l'idée, c'est de partir des envies des enfants ou des adolescents, de partir d'un goût. À partir d'un simple mot, vous pouvez trouver des idées de lecture qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, un décalque. Si un petit enfant vous dit, je ne sais pas quoi, qu'il aime les pompiers, un petit garçon, mettons, c'est un peu sexy ce que je viens de dire. Enfin, bon, bref. Non, mais justement, ça arrive voilà. Très souvent. On me dit, oh là là, évidemment, c'est un vrai garçon, il aime les dinosaures et les pompiers. Ouais. Je trouve que c'est très surprenant après de les diriger vers, pourquoi pas, les aventures de Katharina Valks avec son petit Billy le hamster dans un univers de cow-boy. Les enfants adorent et ils savent se poser. Pourquoi? Parce que ce sont des histoires drôles. Il ne faut jamais sous-estimer l'humour des enfants. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'ils savent rire, les enfants. Présentez-leur des classiques, vous allez voir. Des fois, on se dit, oh là là, je reviens vous voir, c'est incroyable. Il a adoré, il s'est posé pendant toute l'histoire. Est-ce que vous conseillez plutôt des classiques, plutôt des nouveautés, plutôt des... Il n'y a pas de règle? Il n'y a pas de règle, il y a des lecteurs différents. Tous les enfants sont différents, les lecteurs aussi. D'ailleurs, un mauvais lecteur, ça n'existe pas. Il y a des enfants qui lisent et des enfants qui ne lisent pas. Et un enfant qui ne lit pas, ça ne veut pas dire qu'il ne lira jamais. Tout dépend d'eux. Il y a, pour ce qui est des âges de lecture également, et ça c'est une discussion qu'on a de manière récurrente, quand vous venez tous les vendredis sur School TV. On marque les âges. Ouais, voilà. Ah là là, c'est Comment terrible. on fait pour évaluer alors l'âge? Bon, il y a quand même le moment où on acquiert la lecture autonome. Alors une fois que la méthode de lecture elle est acquise, ça c'est en fin de CP. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignants qui conseillent aux parents et aux enfants de lire plein de petits romans pour les vacances. Et je vous en ai apporté un que je trouve génial. Yes. C'est Gabi sur son skate. De Soledad Bravi. Voilà. Et alors, qui est plutôt dessinatrice, Soledad Bravi, ou je me trompe? Mais oui, illustratrice, et elle écrit très bien en plus. Et ouais, voilà. Donc, elle a tous les talents. Extraordinaire. Et là, une fois que la méthode de lecture est acquise, on va aller vers des phrases courtes, simples, des histoires qui sont sur le thème de la vie quotidienne, les copains, les copines, les parents, ça parle aux enfants. Des blagues sur les chewing-gums, sur les skateboards, ça va. Dans les critères d'âge, il y en a un qui est très important. C'est pas parce qu'un livre est illustré que c'est un livre pour les petits. Ça dépend du type d'illustration. Et ça dépend également de ce que raconte le texte par rapport à ce que raconte l'image. Oui, ça c'est... Vous avez des illustrateurs, notamment François Place, qu'on a déjà reçu dans la quotidienne, qui font des albums mais tellement magnifiques que je les ai mis entre les mains d'adolescents de 15, 16, 17 ans qui viennent dans la librairie. Et qui vibrent en lisant ça. Parce qu'ils sont sensibles à l'image. Et il faut jamais dénigrer un genre en disant oui, par exemple, le manga, c'est pas de la vraie littérature. Non, c'est faux. C'est quand on se borne à ce genre unique que là, on va être fermé. Célie, on a absolument besoin d'un bouquin. Il nous reste même pas une minute. Même pas une minute. Et il faut qu'on puisse le glisser dans la valise. Un roman d'été. Ketevan Davrichevi. Bah, je vais y arriver. Davrichevi. Pourtant, son vrai nom, c'est Davrichashvili. Oui, mais comme elle a changé. Et elle est formidable. Incroyable femme. Autrice géorgienne d'origine. L'histoire d'un amour dangereux, un roman, une romance, sans tomber dans les clichés. Par amour, et vous regardez, ça rentre dans la valoche. Une journée avec Mousse de Claire-le-Bourg, toujours à l'école des loisirs, mais chez Mouche, ça aussi. C'est ça. Du CE1, CE2, pour bien travailler. Ah non, c'est mignon, Mousse. Et on termine avec un coup de cœur qui fait voyager tout le monde, Dorothée de Montfred, les toutous à Paris. Désolée, je le raconte. Ce sont les 100 ans de l'oncle Jacob. Le cadeau est acheté, le gâteau est préparé. Nous avons rendez-vous rue du Gros Caillou, Emmanuel. Rue du Gros Caillou qui serait au niveau d'Abbesse. Mais pas franchement, c'est dans le 7e. Non, pas du tout. Justement, le lapin les a induits en erreur, ils vont se perdre et c'est un prétexte pour visiter tous les monuments cultes de Paris. Et c'est superbe, et regardez, c'est ça, le petit balade qu'ils font. Zaza, Popov, Omar, Kaki, tous les copains, ils vont trouver leur chemin. Eh bien, génial. Donc, vous avez des conseils concrets, vous avez de la méthodo, vous avez en plus le truc qui va bien, qui est que vous poussez les portes des librairies indépendantes notamment, où il y a, alors peut-être pas partout des libraires aussi formidables que Céline, mais il y a des libraires formidables aussi. Mais on aime parler avec les gens. Et voilà, et vous prenez conseil, discutez surtout, ouvrez le dialogue. Céline, merci beaucoup. On se retrouve demain pour une petite dernière ultime sélection avant l'été. Mais bien sûr, vous inquiétez pas. Grand oral. Grand oral, la suite.
Renouer avec l'autorité à l'école, 10 mesures immédiates, CCESF, Sciences humaines, ouvrage signé Jean-Pierre Bellon. Juste avant l'anti-sèche de Célie, on parlait de cette commission dont vous préconisez la création, qui traiterait des questions de punitions et sanctions clarifiées par ailleurs à l'intérieur des établissements scolaires. Ça libère les enseignantes et les enseignants de cette partie de la mission, mais il faut des moyens pour ça, il faut des personnels. Et quand je dis des personnels, c'est pas juste du personnel, il faut du personnel formé, il faut également du personnel qui a l'habitude de ce travail d'équipe. Est-ce qu'on serait prêt à mettre ça en œuvre aujourd'hui ? Ça ne suppose pas des moyens absolument extraordinaires. Ouais. Ça suppose que ces enseignants soient soit rémunérés en heures supplémentaires, ces professionnels soient rémunérés en heures supplémentaires, soit libérés d'une partie de leur service. Ce n'est pas un coût absolument extraordinaire. Là où je pense qu'il faudrait mettre des moyens, c'est incontestablement sur la surveillance. Les établissements scolaires ne sont pas suffisamment surveillés. Les cours de récréation sont... On met 200 à 300 élèves en collège dans la cour avec un surveillant, peut-être 2, qui ne peuvent pas avoir les yeux partout. Donc très clairement, je pense qu'il faut à la fois augmenter les moyens en surveillance et aussi, revaloriser ces tâches de surveillance. Je rappelle dans le livre que tâches éducatives. Voilà, que les maîtres d'internat et surveillants d'externat est une création du Front populaire. Ouais. Et MISE, c'est une création du Front populaire. C'était social, mais c'était aussi, ça avait vocation à être une sorte de préparation au métier d'enseignant. J'ai moi-même été surveillant en début de carrière. Je trouve que c'est extrêmement formateur. Le pionica, disait-on à l'époque, comme on parle de et donc ça, un bout de sacerdoce. Ouais. Un éphémère ministre, en 2004, je crois, il y a 20 ans, a supprimé ces maîtres d'internat et surveillants d'externat. C'était Luc Ferry. Voilà, pour les remplacer, pour les remplacer par un personnel beaucoup moins bien rémunérés et n'ayant pas vocation à devenir enseignants. Ça avait été effectivement fait beaucoup de bruit à l'époque, la suppression des MISE. L'autorité, dites-vous, elle a aussi besoin d'une forme de décorum. Donc vous renvoyez aussi les enseignantes et les enseignants à un morceau de leur responsabilité en disant, vous l'incarnez d'ailleurs sur ce plateau, il faut une certaine tenue, il faut soigner ses apparences, il faut, voilà, si on veut incarner l'autorité, voilà, en gros, il ne faut pas arriver en basket jogging devant ses élèves. Sauf peut-être pour le prof de PS. Mais je crois qu'il faut une tenue correcte, exigée pour tout le monde. C'est ça. Bien sûr, pour les élèves, c'est pas la peine de partir dans des débats sur le crop top. Hop. Ah oui, non. L'uniforme qui n'est pas dans la tradition française et qui de toute façon ne changerait rien. Je pense qu'il serait beaucoup mieux d'adopter ce qu'on fait dans les lycées professionnels, par exemple, c'est-à-dire une tenue de travail, une tenue professionnelle. Et donc, par exemple, dans un établissement tertiaire, eh bien, les élèves viennent avec une tenue adéquate. Pareil pour les professionnels. Enfin. Bien sûr que cette autorité, elle s'incarne à travers une tenue, ça ne fait pas de doute. Faisons le lien maintenant avec la question qui vous a amené vous-même à ce sujet de l'autorité, qui est la question du harcèlement et cette méthode que vous avez beaucoup défendue, la méthode de la préoccupation partagée. En quoi ça consiste, en quoi ça permet de prévenir le harcèlement ? J'ai même essayé de l'installer en France. Je me suis servi, avec Marie Cartier et Bertrand Gardet, des travaux d'un chercheur suédois, Anatole Pikas. Cette méthode, elle part d'un principe, c'est que les sanctions en matière de harcèlement, elles ont très souvent pour effet, l'effet inverse de celui qu'on attend. C'est-à-dire qu'au lieu d'arrêter, de mettre un terme au harcèlement, elles coalisent le groupe et elles créent des représailles du côté de la victime. Elle part aussi du principe que le harcèlement, c'est un phénomène de groupe, comme le chahut d'ailleurs, et que pour combattre un phénomène de groupe, il faut réindividualiser chacun. Donc l'objectif de cette méthode, ce sont des rencontres. C'est d'abord un soutien inconditionnel de la victime, ça ne fait pas de doute. Et c'est ensuite un travail avec chacun de ceux qui nous ont été signalés comme ayant participé au brimade, dans lesquels, au lieu de les sanctionner, on cherche avec eux comment est-ce qu'ils pourraient trouver une solution aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes en partie qu'ils ont créés. C'est donc à la fois une approche qui est non punitive, du moins en première intention, et qui en même temps va produire plus d'autorité qu'une méthode qui consisterait à exclure ou je ne sais quoi, qui risque de renforcer le problème. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'illusions sur l'autorité, et moi, beaucoup de fausses idées sur la question de l'autorité. Moi, je suis assez effrayé par toutes ces déclarations un peu coup de menton, là, vous savez. C'est la saison, oui. Il y en a quelques-unes en ce moment. On va voir ce qu'on va voir, et au bout du compte, on ne voit rien du tout. Non, l'autorité, ce n'est pas l'autoritarisme. L'autorité, c'est la parole forte de l'adulte qui dit stop, non. Par exemple, dans la méthode de la préoccupation partagée, on dit non, ce garçon, cette fille ne va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? C'est une parole ferme, non négociable de la part d'un adulte.
L'autorité, c'est aussi l'autorité des savoirs, l'autorité du patrimoine culturel. Et là, vous dites ça compte aussi, parce que, en fait, c'est une approche très globale que vous proposez. Hein, c'est une philosophie de l'éducation, au fond. En quoi, voilà, c'est quoi l'autorité des savoirs? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Hannah Arendt disait que il y avait un drame dans l'école américaine, ce qu'elle commentait. C'était au fond d'avoir voulu essayer d'introduire à tout prix et de forger des citoyens à la politique, d'en faire comme s'ils devaient être des sortes de militants. Et on a quand même pas mal consacré d'heures de cours à des séances de sensibilisation, comme si l'objectif n'était pas d'instruire des citoyens pour l'avenir, donc leur donner une formation très large, mais bien plutôt de les faire adhérer aux causes que les adultes veulent défendre. Non, je pense que l'autorité des savoirs, c'est d'abord l'autorité de la culture, c'est l'autorité de la littérature, de l'histoire, des sciences. Donc ça veut dire on se confronte au patrimoine, on se confronte aux grands textes, on se confronte aux grandes théories, on n'en ramène pas sur ces exigences-là? Non. Et c'est effectivement, vous l'avez dit, la question du patrimoine, ce qu'Hannah Arendt appelait le monde, c'est-à-dire ce qui nous a été légué par les anciens et que nous devons transmettre aux jeunes générations. Jean-Pierre Vellon, on essaie nous, dans cette émission, tous les jeudis, de leur transmettre des bons gestes pour bien se nourrir. On va le faire dans quelques secondes. Mais juste avant, vous publiez, c'est le sous-titre du livre, 10 mesures immédiates. Elles sont entre les pages 94 et suivantes du bouquin. Il y a également 5 mesures complémentaires. Si on devait en choisir une ou deux qui vous semblent les plus importantes, les plus urgentes, les plus opérationnelles peut-être, vous allez me dire que c'est un tout. Moi, je pense que ce sont les deux premières. D'abord, un signalement systématique de tous les incidents. Et imposer des règles de civilité et signaler systématiquement dès que ces règles sont transgressées. Et puis clarifier les choses sur ce que sont les punitions et les infractions. Une réforme des sanctions. C'est ça. Jean-Pierre Vellon, vous restez avec nous. J'espère qu'il n'y a pas trop de sanctions. C'est parfois un lieu de harcèlement, la cantoche, mais pas notre cantoche à nous. Il faut dire qu'elle est tenue par quelqu'un de formidable. C'est Sandra Ferreira. Plateau repas. Et pour la dernière fois de l'année du mois en direct, nous avons le plaisir de pousser les portes de la cantoche, la cantine, plateau repas. C'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emma. Diététicienne et nutritionniste. Pendant les vacances, ça ne va pas se passer à la cantoche, ça se passe à la maison. La bonne nouvelle, en revanche, c'est qu'on... Ça vous insistez toujours beaucoup, en général, sur le fait de cuisiner avec ses enfants et avec ses ados. Et là, pendant les vacances, on n'a vraiment aucune excuse. Et puis, comme c'est les vacances, on peut se faire encore plus plaisir que d'habitude. Pâtisserie au menu. Alors, pâtisserie saine, on est d'accord. Et gâteau maison. Alors, ça, on y reviendra après sur celui que vous avez. Gâteau maison, c'est toujours meilleur pour la santé, forcément? Alors, c'est toujours meilleur, oui, parce que les paquets de gâteaux industriels, c'est souvent trop gras, trop sucré, avec des additifs. Mais pas toujours, on en parlera sur la fin. Et ça risque d'augmenter le diabète, le surpoids, l'obésité. L'ANSES, là-dessus, on a quelques chiffres. Alors l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Alors qu'est-ce que dit l'ANSES? C'est que 75% des 4-7 ans, 60% des 8 à 12 ans et 25% des 13 à 17 ans consommeraient trop de sucre, ce qui est quand même pas mal. Et l'ANSES énorme pour les moins de souligne, pour les petits, oui, c'est énorme pour les petits. Hein. Et l'ANSES souligne justement la nécessité de réduire le sucre ajouté dans les produits transformés et de faire le plus possible du fait maison, d'où cette chronique. Et donc on suit les prescriptions de l'ANSES aujourd'hui et vous nous proposez des recettes de gâteaux maison. Oui, parce qu'il faut transmettre à nos enfants dès le plus jeune âge pour qu'ensuite ça devienne des adultes responsables et avec une alimentation équilibrée. Je vais vous proposer, je ne l'ai pas en plateau, mais une recette de cake carottes, courgettes et chocolat. N'ayez point peur, ça n'a pas un goût abominable et c'est très simple. Une carotte râpée, une courgette râpée, 3 œufs, une demi-cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de vanille, 100 g de muscovado, c'est un sucre complet. Ah, c'est le sucre, oui, c'est ça. Exactement. Vous nous avez parlé de ça. On en avait parlé. 100 g de poudre d'amande, 150 g de farine, une cuillère à café de levure, une pincée de sel et des pépites de chocolat. Très simple. Vous mélangez tout ça. Ah oui, d'accord. On ne s'embête pas. On mélange. On met dans un récipient, j'imagine. Bien sûr. Il va au four. Hop, au four, 180 degrés, 45 minutes. Bonne dégustation. Il y a des fibres, c'est super. Vous verrez, les enfants adorent. Et c'est amusant avec les enfants de voir. On met le orange, les carottes, etc. Donc c'est vraiment. Alors ça, c'est quand même le gros gâteau. Il faut tout manger assez vite. Vous avez des solutions pour. Alors, il y a des petits gâteaux très sympathiques à les faire madeleines, avec les enfants. Vous savez faire des madeleines? Les madeleines, eh bien oui, les madeleines. Pourquoi c'est sympathique? Parce que ça gonfle dans le four, on regarde avec les enfants, ça fait le petit chapeau. Et oui, là, bien sûr. C'est très mignon. On met quoi dans la madeleine, et dans la madeleine que ce soit bon pour la santé de Sandra, bien sûr, on va mettre plutôt de la farine semi-complète ou complète, 150 grammes, 100 grammes de miel plutôt que du sucre, un demi-sachet de poudre à lever, 3 œufs, 10 centilitres d'huile et
Je rajoute quelques fruits, quelques myrtilles. Ça va très bien avec la madeleine. Et au four, et c'est parti. Ça cuit. Il y en a ces petites madeleines avec les enfants. Et si en plus on est écrivain, on fait comme Proust et ça fait de belles pages de littérature, ça rentre même dans tous les devoirs de français de la terre. Le riz au lait. Ça, c'est un truc que j'adore et je crois que vous avez une bonne recette du chef pâtissier Christophe Michalak. Oui. Une bonne adresse. Mais oui, vous connaissez. 50 grammes de riz rond, tout simplement. Alors, le riz rond, parce que c'est ce qui va être plus moelleux. 50 centilitres de lait écrémé ou de lait demi-écrémé, voire du jus végétal enrichi en calcium sans sucre ajouté. Une demi-gousse de vanille ou de la cannelle. L'idée, c'est de porter à ébullition le lait, tout simplement, avec la gousse de vanille ou la cannelle. Ensuite, dès que le lait bout, vous mettez le riz dedans. Vous faites cuire, vous mélangez 20 minutes, mais vous baissez le feu surtout. Vous laissez un petit peu de jus, s'il vous plaît, parce que c'est ce qui fait le petit moelleux du riz au lait. Et bien sûr, j'arrive avec mes fruits. Quand vous servez avec des petits morceaux de mangue ou des pêches, par exemple. Je peux vous donner un truc ? Conticini, qui est un bon cuisinier, aussi un bon pâtissier, il fait rajouter en plus une espèce de petite pincée de sel à la fin. Pour relever le goût. Ouais. Certainement. J'ai jamais essayé, mais pourquoi pas. Sur le dessus du riz au lait qui est fait à peu près comme ça. Extraordinaire. Bon. Je prends. Vous nous avez apporté ? Mais j'ai apporté quoi ? Du non-maison. Ce n'est pas fait maison. C'est du propre. Alors, vous nous embêtez pendant toute l'année à nous faire cuisiner. C'est très bon. Ah là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est un gâteau aux noix, mais c'est pour vous dire qu'on peut trouver du sain. Mais il faut regarder la liste d'ingrédients. Là, c'est très simple. Il n'y a que des œufs, du sucre, de la farine, bien sûr, coupé. Et on va goûter. Oh, dites donc, c'est tout moelleux. Sucre, farine, huile, noix, levure, vanille, et c'est tout. Donc, ça me permet de rappeler que si on regarde un peu les étiquetages, on peut trouver des produits où il n'y a pas d'additifs. Il faut chercher un petit peu. C'est ça le secret. Il faut connaître la liste d'ingrédients, il faut la comprendre. Et si vous la comprenez et que vous connaissez tout ce qui est inscrit, c'est vraiment pas gênant d'acheter dans le commerce. Maintenant, à voir, est-ce que ce petit gâteau aux noix est bon ? Je vous laisse déguster si vous le voulez bien. Peut-être après, parce que j'ai toujours une question à vous poser quand même. Bon, alors moi, je goûte parce que je n'ai pas goûté, c'est une surprise. On y va. Allez, on y va. Et alors ? Ça fonctionne ? Je valide, on dirait du fait maison en fait. Tant mieux. Simplement. Donc, je valide. Eh bien, génial. On va le déguster. Il en restera peut-être pour la régie et pour Marine. Jean-Pierre, vous y aurez droit aussi pour vous remettre de vos émotions télévisuelles et surtout de ce super ouvrage. C'est pas pour se remettre, mais c'est de l'avoir écrit. Renouer avec l'autorité à l'école, 10 mesures immédiates. C'est dans la collection pédagogie de SF Sciences Humaines. La cantoche, c'est quelque chose. Alors, au-delà de la cantoche, mais l'organisation des bâtiments dans un établissement scolaire, le collège, le lycée, etc., c'est quelque chose dont on parle assez rarement, l'architecture scolaire. Et vous dites, vous, et quelques autres, mais enfin bref, vous le rappelez, ça a un effet majeur sur l'atmosphère qui peut régner dans un établissement scolaire. Et bien sûr. On a un peu l'impression que les architectes, lorsqu'ils construisent les bâtiments scolaires, n'ont que deux idées en tête. D'un côté, la cour de récréation, de l'autre côté, la salle des professeurs. Une espèce de lieu un peu vide, pas tellement déterminé. En réalité, il n'y a pas d'espace dans lequel les enfants peuvent jouer, peuvent s'occuper. Il n'y a pas d'endroits dans lesquels les professeurs peuvent travailler, peuvent s'organiser ou recevoir tout simplement leurs parents. Les conditions conditions dans lesquelles les parents sont reçus à l'école, elles sont indignes, le plus souvent. Parfaitement indignes. On les reçoit dans des salles des salles de classe. Des fois, chez les petits, ils ont les genoux qui leur arrivent au niveau du menton. Donc, pas du tout de locaux pour... Et pas de conditions de travail. Et pas de très bonnes conditions de travail pour les enseignants. Et la cantine, c'est important aussi. Et il y a même plein d'endroits où il y a des formidables équipes qui font de la cuisine avec les élèves. Et ça, c'est chouette. Bon, vous en avez déjà eu ? Oui, alors, au suivant. Honneur à Jean-Pierre. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Honneur à vous toutes et à vous tous. Et ça, c'est tout ce qui reste pour l'équipe. C'est ce qui reste pour Laure Audemont au maquillage. C'est ce qui reste pour Marine Plantec qui a préparé l'émission et qui est en régie aujourd'hui avec Pénélope Day. Oui, il y en a pour toi, Pénélope aussi. Il y en a pour Saïd Mamou qui fait le son. Pour Théo Boscar à la réalisation. Pour moi, un petit peu aussi. Et pour vous, vous restez sur School TV. Et vous nous retrouvez, nous, en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.